va dans 3, 2, 1, top. Bernard Pascuto, bonjour, merci de nous retrouver. Vous venez ici avec une nouvelle biographie. Qu'est-ce qui, après Coluche, Gainsbourg ou bien Girardot, vous a fait attaquer le cas Deschamps, Didier Deschamps? L'envie de parler d'un vivant pour une fois. Et puis je trouvais que c'était un personnage très intéressant et qui sans doute s'est révélé plus intéressant encore que ce que je pensais. Très complexe, très à vif, quelqu'un dont on pourrait dire qu'il ne s'aime pas beaucoup, et avec une qualité presque obsessionnelle, c'est le refus de la défaite. Et voilà, donc tout ça, ça fait un personnage, un vrai personnage. Alors on connaît le recordman footballeur français de victoire, toute compétition confondue, le plus grand footballeur en termes de titres que la France ait porté. On connaît beaucoup moins son enfance, sa jeunesse, un de ses frères, et puis surtout le fait que c'était un champion de France minime, scolaire, de course à pied, qui est arrivé très tard au football, à 12 ans. Oui, mais ça va avec le personnage aussi. C'est quelqu'un qui a le goût de l'effort, qui a le besoin de l'effort. Et évidemment, dans la course, il se retrouvait totalement dans cette espèce de dépassement de soi. Et surtout, comme je le disais, cette espèce de refus de la défaite. Dans son enfance, par exemple, on trouve des traces de ça déjà dans ses jeux d'enfant, avec ses cousins, avec son frère. Quand il détestait perdre. Ah oui, il ne supportait pas la défaite, mais il ne la supporte pas plus. Et je pense que la plus grande balafre de sa vie, ça reste l'élimination de la France de la Coupe du Monde 94, le fameux France-Bulgarie. Kostadinov. Il en était, Kostadinov, il en était. Et c'est la seule fois, vous dites, où les jeunes vous disent qu'ils l'ont vu pleurer sur un terrain de football. Oui, mais je crois que c'est la seule fois qu'il ait pleuré sur un terrain de football. Et c'est une chose, on pourrait dire après, bon, il a gagné la Coupe du Monde, l'Euro, enfin il a tout gagné dans sa vie. Mais la défaite n'est pas effacée par la victoire. Voilà, il a pu être champion du monde derrière, mais la défaite, elle reste. Et je pense d'ailleurs que ça, c'est une impression de ma part, une supposition de ma part. Je pense que dans son discours, dont on ne sait rien, tenu aux joueurs de l'équipe de France avant le match retour contre l'Ukraine, les 10 minutes où il leur a parlé, moi je suis certain qu'il leur a parlé de ça. Il leur a parlé de ce que ça représentait comme blessure dans une vie de sportif, et pour les inciter à ce que ça ne se produise pas pour eux. Alors des blessures sportives, il en a connu, vous parlez de ce moment-là, mais surtout son personnage, son caractère, sa vie a changé brutalement. Quelques jours avant Noël, où il perd quasiment son frère jumeau, qui était l'aîné de 3 ans d'écart, je crois, d'un accident d'avion. Il revenait sur Bordeaux pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Il était déjà titulaire en équipe 1 de Nantes à l'époque. Oui, son frère Philippe vivait et travaillait à Bruxelles. Et il revenait pour passer Noël en famille dans le sud-ouest. Et donc Didier avait 19 ans à l'époque. Et donc son frère est mort dans un accident d'avion donc, sur le Bruxelles-Paris. Il n'y a pas eu de survivants. Et chez lui, je pense que ça a changé, tout son aspect mental. Vous savez, on dit souvent, les gens qui n'aiment pas beaucoup Deschamps, oui, il a tendance à tout le temps à pleurer, à pleurnicher, que la vie n'est pas juste. José Anigo l'avait traité de Calimiro. Mais je crois que ça date de là. Et alors évidemment, il est très difficile d'avoir des interprétations de sa part sur cette perte, pour la bonne raison qu'il a enfermé cette douleur-là. Il ne s'est quasiment jamais exprimé là-dessus. Et j'ai vu, j'en parle, un document il y a quelques mois, sur beIN Sport, où le journaliste lui a parlé de ça. Et
il a dit ce que je viens de vous dire, quoi, que c'était un truc enfermé, il y avait des larmes dans ses yeux, 25 ans après. Hein. C'est toujours là. Ouais, c'est toujours là, ça s'oublie pas. Surtout que cette même année, quelques jours après, son beau-père, le père de sa femme, celle qui restera son pilier tout au long de ces années, Claude, qui est indissociable du personnage Didier Deschamps, vous en parlez justement dans le livre, elle est toujours là avec lui pour les décisions à prendre. Oui, sa femme, c'est son pivot. Oui, ils font qu'un. C'est assez curieux. Ça interpelle même ses proches amis. Cette espèce de fusion. C'est quelqu'un. C'est son agent Jeanne Auverte, qui a été son agent pendant 19 ans. Donc il a quand même beaucoup fréquenté et qui me disait. On déjeune avec Didier, et puis si on dit tiens, cette fille est jolie, parce qu'il y a une fille qui passe qui est jolie, immédiatement il dit mais moi je suis marié et il n'y a que ma femme qui m'intéresse, quoi. Il n'est même pas dans la plaisanterie, il peut même pas être dans la plaisanterie. L'affaire Zaya n'aurait pas pu avoir lieu avec lui, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, non, non, je crois qu'il est très loin de ça, quoi. Et il dit d'ailleurs, à un moment donné, quand je vais parler pour ce livre, je lui dis que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Parce qu'en fait, vous l'avez eu simplement quasiment à la fin, au téléphone. Oui, j'avais choisi de lui parler uniquement lorsque j'aurais terminé mon travail, en pensant que de toute façon, même dans le meilleur des cas, il ne m'accorderait pas 25 heures pour parler de tout. Donc poser des questions qui pouvaient m'intéresser après mon enquête. Et donc je lui dis à un moment donné que beaucoup de gens que j'ai rencontrés me disent on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Et il m'a répondu, c'est du Deschamps dans le texte, il m'a dit mais à quoi ça sert que les gens sachent ce que vous avez dans la tête? Il n'y a que ma femme qui sait. Vous voyez, il n'a même pas dit ma femme et mon fils. Voilà, il n'y a que ma femme qui sait ce que j'ai dans la tête. Le livre est sorti en fin d'année dernière. Est-ce que vous avez vu ou croisé, oui, au téléphone Didier Deschamps une fois qu'il l'a lu, j'imagine? Non, je lui ai envoyé le livre dès qu'il est sorti. Il a eu l'amabilité, quand on s'est parlé, de me dire qu'il me laissait libre de faire mon travail, de rencontrer qui je voulais, de me faire mon idée sur lui et de l'écrire comme je le pensais. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les remerciements, parce que je trouve que c'est quand même très bien de dire soyez libre. Et ça aussi, c'est un aspect de Deschamps qui est l'honnêteté jusqu'au bout, oui. Oui. Et la liberté de penser. Voilà. Parce que vous l'avez un petit peu, au travers des interviews que vous réalisez, égratigné, que ce soit José Amigo, Bernard Tapie ou autre, mais à l'arrivée... Oui, bon, Tapie... Comme toujours, hein, Tapie vous dit un truc et puis 10 secondes après, il dit exactement le contraire. Mais oui, il y a des gens, bon, à Nigo, ils ne se sont pas bien entendus. Moi, mon problème, ce n'était pas de savoir c'était la faute de qui. Je pense que c'est le fait que Deschamps est toujours un petit peu dans la paranoïa. Il a toujours un peu l'impression qu'on ne l'aime pas, ou en tout cas, il n'accepte pas qu'on ne reconnaisse pas bien son travail. Voilà. Et il s'est trouvé à Marseille dans cette ambiance un peu délétère. Qui continue de l'être d'ailleurs aujourd'hui, mais on retrouvera tout ça, tout son passage à Marseille, à la Juventus, etc. dans votre roman. Pour ceux qui ne connaissent pas Deschamps, ils vont le découvrir. Ceux qui l'aimaient, je pense qu'à la fin du livre, il aime encore plus. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, vous qui avez travaillé dessus. En tout cas, c'est sorti en édition en fin d'année dernière. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de Didier Deschamps, sa première biographie. Je pense qu'il y en aura quand même peut-être d'autres, après la Coupe du Monde ou dans 20 ou 30 ans. Merci. Merci à vous.